Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 16 décembre 2024. Alors aujourd'hui, on fera un petit point sur l'agenda de la semaine avec les principaux chiffres qui vont tomber dans la semaine au niveau des chiffres macroéconomiques. On verra aussi les grosses variations du CAC, le CAC 40 et puis un top 5 avec des actions qui me semblent plutôt favorables à garder sur le moyen terme et pour jouer 2025, des actions plutôt bien orienté et assez capitalisé. Alors comme d'habitude avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors au niveau des chiffres, on a pas mal de chiffres cette semaine notamment. Alors on a eu déjà un lundi assez chargé avec les chiffres des PMI. Les PMI, ça mesure notamment la contraction ou l'expansion du secteur économique, que ce soit sur le manufacturier ou les services. Et on a vu que sur le manufacturier, on est toujours un peu en contraction, notamment en Europe, en France, en Allemagne et au global en Europe, on est autour des 45, 48. Donc on voit qu'on a toujours du mal. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que sur les services, qui est toujours un peu mieux. Là, on a des améliorations. On le voit en France où on était à 46,9 le mois dernier. On est à 48,2. C'est pas encore super, mais on s'améliore. En Allemagne, on est à 51. On était à 49,3. On passe en expansion sur les services. Et en Europe, au global, on était à 49,3. Et on est à 51 là ce mois-ci. Donc on voit qu'au niveau de l'Europe, il y a une réaction qui se fait au niveau des PMI services. Il faudrait que les manufacturiers poussent un peu, mais on voit déjà des petits signaux encourageants. Et puis aux États-Unis, pareil, PMI manufacturier moins bien. On était à 49,7, on est à 48,3 ce mois-ci. Par contre, les services aussi, ça continue d'augmenter, notamment avec la poussée sur les technologiques. On était à 56,1 et on passe à 58,5. Donc là, on est vraiment sur des chiffres intéressants sur les États-Unis. Toujours le marché à privilégier depuis un moment, beaucoup plus résilient que les autres marchés. Donc toujours les États-Unis un peu leader. Demain, on aura notamment les ventes au détail aux États-Unis à 14h30 et également la production industrielle, mais ce sera surtout mercredi, le gros de la semaine avec l'IPC en Europe où on attend 2,3 et surtout la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. A priori, on ne devrait pas avoir de surprise, et on a une grosse majorité pour un abaissement des taux de 0,25. Donc on devrait passer de 4,75 à 4,50. Donc 4,50, c'est la fourchette 4,50, 4,25 sur les taux de refinancement de la Fed. Donc pour continuer de baisser les taux pour avoir un argent moins cher et relancer la croissance, le financement, le, le désendettement et donc les prêts pour relancer et aider encore plus la croissance. Toujours d'inflation aux États-Unis, un peu plus qu'en Europe. Mais ce sera certainement pris quand même comme une bonne nouvelle, cet abaissement mercredi. Jeudi, inscription hebdomadaire au chômage à 14h30, comme d'habitude, des chiffres assez suivis. Et le PIB et l'indice manufacturier Fed de Philadelphie, là aussi c'est important comme indice, et puis surtout sur le manufacturier qui est toujours un peu limite aux États-Unis. Ce sera à suivre. On aura également les ventes de logements existants à 16h jeudi. Et enfin, vendredi 14h30, PCE Core, ça aussi c'est un indice important, ça mesure notamment, c'est l'indice de prix à la consommation des ménages. Qui permet aussi d'avoir un indicateur sur l'inflation et le prix payé par les ménages. Donc là aussi, c'est quelque chose de très suivi par la Fed pour sa politique monétaire et son abaissement son cycle monétaire d'abaissement pour le loyer de l'argent. Au niveau des matières premières, alors on en avait parlé, le Brent ici, et en phase un petit peu de congestion, ce qu'on n'avait pas tellement vu ces derniers mois, parce qu'on a vu surtout des zigzags dans un range autour des 70-90. Et là, dernièrement, il se passe plus grand chose entre les 70-75. Mais on commence quand même à aller taper un peu vers le haut, donc peut-être quelque chose de positif. Au niveau d'autres chiffres macro ou de l'OPEP, on n'a pas tellement de données, c'est plutôt une demande
relativement moyenne, donc on n'a pas encore de signaux très forts. Ce qu'on attend, c'est la Chine, comme d'habitude, hein, pour relancer un peu tout. Mais on voit qu'on n'a pas quand même de pic et d'écrasement sous les 70. Donc moi, je vois quand même toujours plutôt un pétrole toujours plutôt fort et résilient, et qui a plus de chances d'aller revenir sur les 80. Au niveau du cacao, c'est la confirmation, hein, il est à nouveau encore en train de s'envoler après l'année dernière. On aura peut-être aussi 2025 très, très hausse. Ça va commencer à devenir de plus en plus cher. Peut-être un peu trop, mais pour l'instant, la tension, hein, sur les prix et puis les récoltes qui ont été encore moyennes, même si elles ont été quand même meilleures que l'an dernier, font que le prix du cacao continue de monter. Donc là aussi, un cycle qui est peut-être confirmé déjà cet été, hein, avec la petite conso qu'on a connue entre le printemps et cet été, et puis le renouveau là, fin novembre, début décembre, avec une nouvelle poussée du cacao. C'est aussi un peu le cas sur le jus d'orange. Au niveau de l'or, c'est toujours la même chose. On construit, mais on risque de construire et de continuer la 2025, hein, sur les mêmes bases que 2024, à savoir une hausse avec toujours beaucoup de conflits géopolitiques et les États qui achètent toujours énormément d'or, donc un prix qui est toujours tiré vers le haut. L'argent aussi devrait être intéressant, hein. Il a moins explosé que l'or, mais on retrouve quand même des niveaux plutôt favorables. Et puis techniquement, on en avait déjà parlé aussi de l'argent, avec des rachats sur des niveaux clés qui devraient soutenir le prix de l'argent, au moins dans cette phase ici de construction. Mais on devrait quand même rapidement casser les 32,50 pour relancer un peu la séquence haussière sur l'argent. Et au niveau de l'uranium, bah, il fait ce qu'on avait dit, c'est-à-dire la petite phase de congestion, hein, entre ici, on va dire, le mois d'octobre et probablement début 2025. L'uranium, c'est notamment pour les centrales nucléaires, hein, avec l'énergie nucléaire qui devrait prendre le relais un peu partout, hein, notamment en France, aux États-Unis, en Chine, et puis sur divers pays aussi européens ou d'Amérique du Nord. On n'a pas assez, hein, d'énergie renouvelable pour booster un peu la demande en énergie. Donc l'uranium et l'énergie nucléaire sont en train de faire un retour depuis ces dernières années. Et là, on est en train à nouveau d'accumuler, je pense, et c'est on peut acheter des ETF ou des actions sur l'uranium. Je pense que sur 2025, on ira certainement bien plus haut. Donc là, on voit cette phase d'accumulation de congestion sur l'uranium qui devrait sortir normalement vers le haut ces prochains mois ou début 2025. On va regarder le CAC 40 avec une journée assez moyenne. Donc il y a eu une dégradation, hein, ce week-end ou lundi, je sais plus, sur notamment la France, parce qu'on a toujours un problème politique qui empêche un peu d'avoir des finances un peu plus saines, parce qu'actuellement c'est la dette qui pèse beaucoup sur les finances de l'État français, et ce qui fait on commence à emprunter aussi à des taux un peu plus élevés. On était quasiment au niveau de la Grèce il y a quelques temps, donc ça pose problème quand même. Donc il faudrait trouver un projet de loi de finances qui soit validé et qui baisse quand même la pression sur la dette qu'on connaît actuellement. Et pour l'instant, on ne l'a pas, donc les investisseurs étrangers notamment sont toujours un peu réticents, et l'État français a de plus en plus de mal à se financer. Maintenant, les actions du CAC sont pas toutes concernées, on l'a dit, avec la capacité, hein, à exporter énormément. On a quand même fait un beau rebond depuis le début décembre. On est dans cette petite phase ici de congestion. Il faudra voir les principales valeurs, et notamment les valeurs du luxe et énergie, hein, c'est les deux principales sur le CAC, qui pondèrent énormément. Pour l'énergie, bah, c'est la demande, c'est le niveau macroéconomique qui devrait pousser un peu tout. Pour l'instant, on est un peu en stand-by. Et pour le luxe, on a déjà eu un premier rebond, hein, qui coïncide un peu avec le CAC. Donc, c'est notamment porté par la Chine et ses plans de relance. Moi, je vois ça plutôt quand même positivement, et on devrait avoir une confirmation, hein, et un deuxième rebond et une tendance qui va s'inverser sur le luxe, donc sur le CAC, plutôt toujours favorable pour cette fin d'année. On va voir les grosses variations.
avec Essilor. Toujours favorable sur Essilor, c'est un peu une action défensive long terme, avec notamment le vieillissement de la population. C'est une valeur aussi qui gère un peu tout dans sa globalité, hein, au niveau des verres, au niveau des montures, au niveau de la production, au niveau de la vente. Donc, elle a comme ça un peu la main mise sur tout. Et puis, elle est présente aussi dans la plupart des pays. Elle n'est pas seulement en France, évidemment, mais elle est aussi en Amérique du Nord et dans divers pays. Donc, une diversité géographique qui est un avantage. Et puis, techniquement, on le voit, il y a pas grand-chose de négatif, hein. C'est toujours haussier long terme. Et alors court terme, oui, on avait ce petit scénario avec un retour sur les descentes 19, mais qui devrait être acheté et rebondir. Donc plutôt une action long terme et toujours favorable sur Essilor. On peut regarder rapidement Safran avec une zone de rachat intéressante sur les 200. Safran aussi avec l'aérien qui va bien et puis les contrats de maintenance qui devrait lui apporter pas mal, notamment au niveau des marges, hein, sur les moteurs. Donc oui, là aussi, Safran, on est positif. Et puis à court terme, c'est le moment d'acheter aussi, hein, sur les rebonds comme ça, sur moyenne à 200. Toujours plutôt haussier sur le titre et puis ce qui marche pas. Alors Vivendi, ils font pas moins 65 parce que Vivendi, c'est le reliquat de ce qu'il y avait, entre autres, avec Hachette, euh, Havas et Canal+. Donc ça a été scindé en plusieurs entités. Canal+ a eu du mal, hein, aujourd'hui. Par contre, alors, je sais plus si c'est Hachette ou Havas, il y en a eu une qui a énormément monté à plus de 20%. Et Vivendi, ils s'en sortent aussi plutôt bien, hein, donc, par rapport à la cotation globale de tous. Donc Vivendi vont sortir du CAC parce que maintenant il n'y a plus il y a plus grand chose dans ce qui regroupe Vivendi. Et pour les autres actions, faudra les acheter au cas par cas, soit à Amsterdam, à Euronext ou à Londres pour Canal+, notamment. Et Stellantis, toujours mauvais, hein, on le disait, sans le comblage de gap sous les 14, le constructeur Stellantis devrait toujours avoir du mal. Donc on est toujours baissier, on est toujours dans cette phase un peu négative et risquée qui peut nous amener toujours beaucoup plus bas malgré la dévalorisation, hein, la capitalisation qui a fondu. C'est toujours plutôt à éviter, je pense. Pour le moment, Stellantis, jouer les rebonds comme ça sur une valeur en chute libre, c'est pas la meilleure des stratégies. Puis on peut regarder rapidement Total, qui a toujours du mal, hein. C'est surprenant parce que là aussi, on a une capitalisation qui est un peu fondue sur Total par rapport à ses plus hauts du mois d'avril. On voit qu'on perd 23%. Alors, entre-temps, il y a eu pas mal de dividendes, mais il n'y a pas trop de points négatifs sur Total. En plus, c'est plutôt une valeur hybride avec à la fois le gaz, en plus du pétrole, qui lui permet de pas être uniquement tributaire du pétrole, hein, les énergies renouvelables également. Moi, ça me semble toujours une opportunité ici d'acheter Total. On verra, hein, sur les potentiels lieux de cotation qui vont changer aussi. On parlait des États-Unis notamment et de New York. Mais oui, techniquement, c'est vrai que ça reste assez faible. Et on surveille le rebond au niveau notamment du RSI. On frôle les 30 depuis un moment. On attend un peu ce gros rebond qui sera amené par la demande notamment. À la fois en Europe, aux États-Unis et en Chine. Mais pour l'instant, le marché ne le joue pas trop et privilégie plutôt les autres valeurs. Mais Total a quand même des fondamentaux tellement solides que c'est étonnant de les voir autant sanctionnés, hein, par les investisseurs. Moi, ça me semble toujours une valeur intéressante et favorable qui devrait avoir un rebond prochainement. Et on va regarder un petit top 5, moi, qui me semble plutôt favorable sur des valeurs assez capitalisées, hein. C'est pas des paris, c'est plutôt des valeurs que tout le monde connaît, mais qui devraient performer en 2025. Alors, on a évidemment Alphabet. Alphabet, on a parlé récemment. Pourquoi ici il y a un gap? C'était avec la progression sur l'ordinateur quantique, hein. L'ordinateur quantique, il est un peu dans les tuyaux depuis des années.
Il a des soucis notamment de fiabilité et c'est cette fiabilité qui a été annoncée par Google, hein, Alphabet, notamment le fait avec plusieurs itérations, d'être capable justement de réduire ses erreurs et donc d'avoir une capacité de calcul et un traitement de données super élevé et super fiable par rapport aux ordinateurs classiques. Donc potentiellement, ça remet un peu Alphabet dans la course à l'IA et même devant si les données effectivement sont là. En plus, hein, déjà de la capacité qu'ils avaient et des investissements qu'ils avaient fait dans l'intelligence artificielle et de la publicité, hein, parce qu'Alphabet et Google, c'est aussi un média qui utilise énormément la pub et les revenus publicitaires, mais de plus en plus, ça va devenir une tech un peu plus axée, oui, sur des développements intelligence artificielle. Donc oui, déjà en long terme, forcément, Google ou Alphabet, c'est la même chose. On est long terme, mais on a quand même des beaux signaux intéressants. Et puis cette hype un peu sur l'IA avec Nvidia, avec d'autres acteurs, et ces nouvelles sur le quantique, donc qui pourraient replacer Alphabet et booster un peu la valeur et la mettre un peu en orbite. Ça va dépendre évidemment de l'utilisation et de l'implication, mais aujourd'hui on n'est pas tellement capable de la quantifier, donc potentiellement on a quelque chose aussi d'énorme sur Alphabet. Et même sans ça, même sans les capacités de traitement et de calcul de l'ordinateur quantique, on a quand même une valeur qui fait partie des leaders sur l'IA, qui fait partie des leaders sur la recherche Internet, sur la publicité, sur le traitement de données, donc ça reste une valeur fiable. Donc a priori, il y a aussi le souci de démantèlement, hein, mais qui va mettre des mois. Ils vont plus ou moins se battre pour garder leur entité Alphabet. Le marché semble pas particulièrement inquiet, donc c'est plutôt une valeur ultra favorable et on est encore sur des plus hauts historiques sur Alphabet. Donc c'est pour moi une valeur intéressante et qui fait partie de mon top 5. Éventuellement, on a un peu son pendant avec Microsoft. Ça peut remplacer Microsoft, ils sont là. Ça peut également, hein, remplacer Alphabet si on veut jouer une autre valeur comme ça, tech. Alors, la deuxième, c'est Amazon. Amazon aussi, hein, ils se ressemblent un peu, mais ils ont surtout la capacité de vente par correspondance, hein, sur Internet et de plus en plus avec AWS. Aussi, ce traitement de données, ces investissements dans l'intelligence artificielle qui en font un leader de la tech, donc qui le rapproche d'Alphabet, mais qui a en plus son cœur de métier de vente qui cartonne et qui est lui aussi lié au pouvoir d'achat, et donc le pouvoir d'achat notamment des Américains, mais pas que, européens aussi, hein, Amazon c'est mondial, devrait aller mieux, notamment avec la baisse des taux, hein, parce qu'on a eu un gros pic d'inflation qui a mis la pression sur les ménages notamment, et donc là avec la baisse des taux, hein, qui a commencé, qui devrait s'amenuiser, l'inflation qui baisse, les ménages, que ce soit américains ou européens, devraient avoir plus de pouvoir d'achat ces prochains mois, et donc pouvoir notamment commander plus, hein, sur Amazon. Donc Amazon, elle devrait, en plus de ses investissements dans l'IA aussi, avoir son cœur de métier qui devrait être favorable. Et voilà, donc largement aussi favorable sur Amazon. Là aussi, on a une action bis qui ressemble à Amazon. C'est quoi? C'est Alibaba, c'est un peu l'Amazon chinois. C'est exactement le même profil en Chine. Le vendeur par correspondance, hein, sur Internet, qui lui aussi a investi énormément dans l'intelligence artificielle, notamment pour cibler mieux les publicités, pour cibler mieux les clients, pour les problèmes aussi de livraison, de stockage, etc. Donc c'est un peu un Amazon bis à qui on promet un peu le même destin et qui devrait se réveiller avec le réveil de la Chine, dont les annonces ont déjà été faites et qui devrait se voir ces prochains mois sur les chiffres et notamment sur la relance de la croissance chinoise. Donc on peut jouer ça. Également, c'est un retour d'Alibaba, hein, après quand même depuis l'année, on le voit, 2020, 2021, 2022 assez mauvaise. On a fait un petit support et puis on a commencé à
à faire des rebonds. On le voit cette année, en 2024. On est sorti ici un peu sur les plus bas au début d'année. Et puis les rebonds techniques qui ont été de plus en plus hauts, notamment ici sur les 121, avec l'annonce du plan d'Hollande chinois. Et puis là, on construit, on accumule et il y a beaucoup de volume, hein, notamment sur les annonces à la rentrée. Et pour moi, ça devrait continuer, ça devrait être confirmé. Donc là aussi, c'est la 2 bis hein, après Amazon. On a évidemment des actions françaises, éligibles PEA, Air Liquide. Alors c'est l'action défensive un peu par excellence, qui est toujours haussière hein, sur ces dernières années, qui a du dividende également, qui offre aussi des actions gratuites. Pourquoi favorable? Parce que toujours leader hein, dans son secteur, à la fois sur les gaz industriels et les gaz médicaux. Elle est aussi présente dans la décarbonation avec l'hydrogène. Elle investit aussi pas mal dans l'hydrogène dernièrement, hein, ce qui devrait être bientôt la norme hein, pour beaucoup sur l'énergie. Et techniquement, qu'est-ce qu'on a? On a eu cette période où finalement il s'est passé quasiment rien depuis le mois de février sur les résultats qui ont été achetés. On le voit ici, le gap. On va mettre un plus haut à 176 sur lequel on va faire un nouvel échec au mois de septembre. Et puis derrière, on rend tout. Et finalement, il s'est passé quasiment un an avec juste le dividende, mais où il ne s'est rien passé. Donc on a déjà toute cette période-là, avec toujours des perspectives super intéressantes, notamment Air Liquide, ils sont aussi présents beaucoup aux États-Unis, donc un marché qui va bien, un marché qui achète, un marché avec aussi un dollar fort, hein, on l'a vu depuis l'élection de Trump, le dollar est très fort, donc ça va booster les valeurs, notamment européennes, hein, qui vont vendre leurs produits et qui vont bénéficier de ventes plus importantes parce que la capacité d'achat des Américains notamment est plus importante, donc oui. Là aussi, Air Liquide, on les retrouve ici en accumulation, hein, après une petite période de correction depuis la rentrée. Et je pense que là, cette période qui va arriver, ces prochaines semaines, ces prochains mois, devrait permettre à Air Liquide de repartir et de jouer 2025 avec justement ces marchés nord-américains qui devraient se voir dans les chiffres hein, et battre le consensus. Donc là aussi, Air Liquide, une belle valeur à acheter maintenant pour jouer 2025. On a également alors moi j'ai choisi Hermès plus que LVMH parce que sur les chiffres, sur les données, sur la dynamique, elle est en train de devenir de plus en plus forte. Hein. Alors elle n'est pas encore au niveau de la capitalisation de LVMH. LVMH est toujours la première capitalisation du CAC 40, mais Hermès elle est passée deuxième. Elle est en train de grignoter petit à petit et puis surtout elle est en train de gagner un peu des parts de marché un peu partout, notamment également en Chine et puis en Asie-Pacifique avec le Japon. Elle est toujours très forte aux États-Unis. Le luxe qui s'en sort toujours un peu mieux, hein, notamment dans les périodes difficiles, parce que les gens qui achètent sont pas forcément obligés de se serrer la ceinture comme sur les produits un peu de première nécessité. Donc, jouer un acteur du luxe qui me semble être celui qui a la meilleure dynamique actuellement par rapport à d'autres, même les Italiens ou autres, Hermès me semble quand même mieux armé. Et c'est ce qu'on a vu un peu aussi techniquement avec ces rachats dernièrement, notamment à la rentrée, hein, au mois de septembre, et plus récemment au mois de novembre. Et sur Hermès, là aussi, hein, continuation de la grosse tendance. On a eu cette période avec le mois de mars jusqu'à la rentrée où on a eu une grosse consolidation. Et puis là, elle est en train de montrer à chaque fois des signaux de reprise qui sont validés hein, avec des gaps haussiers qui n'ont pas été comblés, des cassures notamment ici sur des niveaux clés de la moyenne à 200 et puis des phénomènes d'accumulation là. Donc pour moi 2025 on va dépasser le plus haut historique sur Hermès, à savoir les 2413. Donc c'est la confirmation sur Hermès de la tendance et de la reprise du luxe avec l'aide de la Chine hein, qui devrait être présente en début 2025 au niveau de la croissance. Donc c'est la quatrième. Et puis la cinquième, on va rester en France aussi sur le CAC 40, c'est Vinci. Vinci dans la construction, dans les concessions. Hein, j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur Vinci assez récemment. Pourquoi elle est super intéressante? Notamment oui pour les concessions hein, qui sont toujours là. Pour la décote aussi qui a eu lieu après la dissolution qui était trop sévère parce qu'il y avait notamment des
des doutes sur sa capacité, notamment politique, à mettre un peu des bâtons dans les roues justement sur les concessions autoroutières. Elle a aussi des concessions au niveau des aéroports, de la construction qui devrait reprendre, parce qu'actuellement sur la construction on est sur un point bas. Donc sur le cours aussi on est sur un point bas. Quand la construction va reprendre et que la croissance devrait aller mieux, ce qui est le but, avec la baisse de taux de la Fed et de la BCE, c'est pour ça, c'est pour relancer notamment la croissance et la construction. Vinci, il devrait remonter également. Donc là aussi un point négatif. La décote, on l'a dit, avec cette baisse assez forte, notamment depuis ici, la dissolution, on a quand même baissé de près de 16% sur les plus hauts. Ça me semble aussi sévère. Et puis le dernier point, on en parlait dans la vidéo, c'était l'énergie, Vinci Énergie avec l'énergie renouvelable notamment, qui va devenir un peu la norme et sur lequel il y a un marché qui est en train d'exploser. Et Vinci, ils ont investi beaucoup et ils sont en train de se développer, et la part de Vinci Énergie est en train de devenir de plus en plus importante au sein de Vinci. Donc pour toutes ces raisons-là, je pense que le fait d'acheter maintenant Vinci sur des niveaux assez faibles autour de 100 euros, c'est plutôt une bonne valeur, et qu'en 2025 aussi, on ira casser les 115 pour aller jouer les 120 et plus. Donc c'est ma cinquième valeur à acheter pour jouer 2025, c'est Vinci. Et enfin, on va faire quelques valeurs abonnées. Alors, Aramis, on l'avait déjà fait, toujours haussier, faut rester. Par contre, pour rentrer, c'est compliqué sur des valeurs comme ça, notamment parce qu'on est super haut au niveau de la MACD et du RSI. Donc, on peut jouer le trend following, mais on a quand même plus de chances de se faire sortir rapidement, parce qu'il faut quand même faire attention et mettre des stops quand on joue des valeurs comme ça. Maintenant, oui, sur le long terme, pourquoi pas, mais on achètera plutôt le retour sur les 7 s'il a lieu. Qui me semble un niveau qui a des chances d'être acheté à nouveau. Ou alors sur le long terme, oui, pourquoi pas, mais un petit doute quand même sur le secteur auto, à voir. Parce que si Aramis va s'en sortir mieux que les constructeurs, on a quand même une grosse partie de la hausse là sur les plus bas par rapport au mois d'avril. On a pris 146%, donc peut-être pas mettre toute la ligne si on veut rentrer Clariane. Alors par rapport à Emeis, oui, Clariane, ils ont fait quand même un début de retournement intéressant. Emeis a du mal, c'est l'ancien Orpea. Clariane, c'est l'ancien Corian. Techniquement, c'est intéressant parce qu'on a ce gros rebond sur les 3,9 et puis après cette construction avec les rachats sur les 1,6. Donc oui, potentiellement, ça peut encore repartir. Sur Clariane, et techniquement on a quand même des signaux plutôt qui penchent plutôt pour le retournement. Maintenant et puis les chiffres aussi intéressants. Par contre, moi je privilégierais peut-être LNA Santé, le noblage, LNA Santé qui a une petite valeur, mais qui a moins subi et qui est en train de se développer un peu mieux et un peu plus. Mais sur Clariane, oui, ça semble plutôt bien. CleanSpark, plutôt négatif. On attend plutôt un retour ici sur les 7,6 à court terme. Il y a ces cassures et ces échecs là sur ces niveaux-là autour des 14-15 qui sont pas rassurants. Donc plutôt éviter. Et puis Pierre et Vacances, énormément de volume hier. Alors aujourd'hui, on fait pas grand-chose, mais on note quand même pas mal de mèches basses et des rachats. Le gap haussier, il est toujours là, il est toujours valide. Les chiffres annoncés étaient bons, notamment sur le retour au bénéfice du résultat net dernièrement, ce qu'avait pas connu Pierre et Vacances depuis des années. Donc on serait plutôt enclin à les voir repartir. Alors pas un retour en flèche comme une tech forcément, mais a priori oui. Sur des investisseurs, des gros investisseurs, et c'est peut-être ce qui est en train de se passer parce qu'on voit des volumes. Si on ne s'écroule pas prochainement et qu'on arrive à aller taper les 1,4, 1,5, on aura la confirmation peut-être d'un retournement long terme, mais il faudra jouer le très long terme, je pense, sur Pierre et Vacances, parce que ça peut encore travailler pas mal. Faudra jouer l'optique long terme sur cette valeur. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vos valeurs préférées également à vous, et on en discutera en commentaire. Bon trade, à plus.